Bonjour à tous, voici le second podcast consacré à Sébastien Lafargue. Dans le premier volet, nous avions abordé la carrière sportive de Sébastien. Aujourd'hui, dans ce second volet, nous l'interrogeons sur sa carrière professionnelle avec la création des marques Universkate, Seba et FRskate. Tu as proposé à Rollerblade de refaire un patin de zéro et comment Technica, oui, c'est surtout Technica. En fait, j'avais proposé des... Donc du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé des courriers pour leur dire. J'ai encore vu, donc retrouvé ces courriers il n'y a pas si longtemps justement, où j'écrivais vraiment les innovations qu'il fallait faire sur les patins pour les rendre beaucoup plus performants. Donc notamment, donc il y avait ce côté la plaque. Donc nous on rajoutait une plaque et donc c'est là que j'ai commencé à parler qu'il fallait intégrer une plaque dans la boot pour pouvoir au talon pour rigidifier. Au talon et à l'avant pour pouvoir rigidifier. Et donc c'était impossible en fait. Non, c'est impossible. Ou même ça les intéressait pas tout simplement en fait. Ils voulaient pas faire d'innovation parce qu'il y avait aussi quand même le marché qui sérieusement baissait. Et notamment le problème qu'on évoquait tout à l'heure avec la Corée où la Corée a été un des moteurs de l'effondrement du marché. C'est que d'un coup en Corée en fait apparemment les industriels ou les marques savaient pas que tout va très très vite en Corée du Sud, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté, tout le monde est au courant tout de suite, tout le monde achète tout de suite et que l'année suivante plus personne n'achète. Et même eux-mêmes les businessmen locaux ils ont commandé des masses de produits à toutes les marques. Donc ils ont commandé c'était des centaines de milliers de paires à tout le monde. Donc aujourd'hui, des centaines de milliers de paires, c'est énorme. Mais à l'époque, c'était pas si grand que ça. On parlait de combien de millions de paires de patins en France? On parlait de 5 millions peut-être. Dans des autres pays, c'était des centaines de millions de paires de patins peut-être, ou des dizaines de millions. En France, c'est en gros 95-99 avec 2 millions de paires par an. Voilà, donc aujourd'hui, les chiffres, peut-être que ça a pu, avec l'évolution démographique, mais je doute qu'on atteigne des chiffres comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment même il y avait les États-Unis, il y avait tout, et donc et en Corée, ils commandaient, c'était vraiment des centaines de milliers même je me souviens, c'était des centaines de milliers de paires de patins qu'ils voulaient commander. Donc ils ont produit en masse, toutes les marques ont produit, pour qu'à la fin, au final, tous ceux qui avaient commandé n'ont pas pris leur commande. Ouais, la Corée, c'était un marché qui était vraiment particulier. Et résultat, ils se sont retrouvés donc ils se sont retrouvés avec des centaines de milliers de paires, parce que c'est vraiment des centaines de milliers de paires de patins sur les bras. Et du coup, c'est ce qui a, pour moi, en tout cas, vu de mon côté, peut-être que d'autres personnes qui étaient vraiment dans les entreprises à cette époque-là ont peut-être c'était peut-être plus général, mais pour moi, de mon point de vue, ça a vraiment été ça qui a été le déclencheur du crash, quoi. Et les magasins aussi, puisque au départ, avant que les marques arrivent en Corée, les Coréens ils commandaient aux magasins en France. Et donc en fait, les magasins en France, je me rappelle, moi j'étais très copain avec Yves de Houtigny, il avait commandé vachement de paires, et il s'est retrouvé en fait à ce moment-là à ce que entre-temps Rollerblade est arrivé et il avait fait du stock pour les Coréens, et en fait les Coréens ils ont pas acheté chez lui, il s'est retrouvé avec des centaines de paires de Twister. Et en fait il y a des magasins comme ça qui ont pas mis, qui ont eu des grosses difficultés, qui ont finalement fait qu'ils ont coulé après. Ouais. Et ça a été aussi à cause des Coréens. Oui. Et du coup, on en était où? Toi, donc tu vois Rollerblade réagit de manière assez frileuse par rapport à la production de ton propre patin. Voilà, c'est ça. En fait, c'était surtout, moi, je demandais rien de spécial. Je demandais juste que le patin, il évolue, parce que on avait l'impression que la qualité a baissé. Plus les années a passé, plus la qualité baissait, parce que comme il y avait vraiment les prix ont commencé à s'effondrer. Et donc résultat, personne ne voulait investir dans des patins, qui plus est des patins rigides ou des innovations qui paraissaient pour des niches. Aller à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Voilà, exactement. Et du coup, résultat, moi, on a eu des propositions ailleurs, donc dans d'autres, justement, des marques en Asie. Et c'est là que du coup j'ai commencé suite à un voyage en Corée, du coup on a donc rencontré
une marque locale qui nous a à l'époque c'était MX. Ouais. Et donc qui nous a qui a dit oui d'accord, on peut le faire. Donc on peut lancer le projet. Moi j'avais vu les patins, non mais ça c'est impossible, il faut et du coup il m'avait invité à l'usine. Donc à l'époque il m'avait invité, donc c'était à Hong Kong. Et c'est là que j'ai rencontré un associé futur. C'est Herman. Non, pas du tout. Du coup qui s'appelait Andrew. Oui, Andrew. Et du coup c'est lui qui et avec donc il y avait un ingénieur et que j'ai commencé à tester les patins, dire mais ça va pas, faut faire comme ci comme ça, et c'est là que je leur ai parlé de ma plaque, ma fameuse plaque qu'il fallait intégrer dans les patins. Donc à l'époque tout était impossible toujours, mais si on peut le faire, et donc à force d'insister, on a trouvé la solution pour pouvoir l'intégrer, et ils ont trouvé la solution de manière industrielle pour pouvoir l'intégrer dans les patins. Et donc j'ai eu des patins vraiment en plastoc, j'ai testé des prototypes, pas mal de prototypes, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui marchait. Donc tout de suite c'était beaucoup mieux quoi, parce que la plaque était intégrée dans le patin, et là c'était vraiment la vraie innovation, et finalement mon idée a finalement vu le jour, et là j'étais vraiment content, parce que quand on voit aujourd'hui en plus maintenant tous les patins quasiment ont des plaques. Alors qu'à l'époque, ça se faisait vraiment que dans du carbone, il y avait même dans les patins vraiment très spécifiques de speed skating, où c'était pas des plaques, c'était juste des mini plaques vraiment pour pouvoir parce qu'on pouvait pas visser dans le carbone. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, il fallait quand même une partie en alu aussi, ou en métal, ou en acier parfois dans les patins de speed skating. Et du coup, résultat, on a réussi à faire l'intégration entre une goutte en plastique avec une plaque, parce qu'à l'époque c'était que dans du carbone, donc on a réussi à intégrer la plaque dans la goutte en plastique. Et ça, c'était vraiment une des choses qui a révolutionné, je dirais, aujourd'hui la pratique, parce que ça a créé vraiment un avantage au niveau transfert d'énergie assez important. Moi, tous les patins que j'avais testés aussi, où je roulais encore à l'époque, il y avait parfois des plaques en plastique entre les deux, mais qui bougeaient, ils riftaient, donc les rivets, normalement ils se desserraient, et puis c'était ou sinon la platine rentrait dans la goutte, et donc du coup là ça solutionnait tous les problèmes. Donc plus quelques autres, donc la platine, et il y avait ça, et une de mes idées aussi que je voulais que j'avais proposé, c'était de réduire la taille de la platine, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'écart entre les roues. Et du coup, je disais, non, mais il faut réduire au minimum. Il faut 1 mm entre les roues, ça suffit. Et là, impossible, non, mais c'est trop dangereux, tu te rends pas compte, si un caillou, il va dans le truc, on risque d'avoir des problèmes juridiques, ça risque d'être, on risque que les gens y tombent, et du coup, ils nous attaquent, etc. Non, c'est trop dangereux, ça, c'est à l'époque de Technica, tu parles? C'était justement à l'époque, c'était à l'époque, oui, de Technica. Et du coup, quand c'est à la transition vraiment rollerblade, Technica et tout ça, et donc ce côté platine, c'était aussi vraiment une des choses qui a fait le succès par la suite de Seba, et aujourd'hui de nos marques, parce que on a été les premiers vraiment à avoir l'idée de dire même s'il y a un caillou dedans, ça va rien faire du tout. Vous inquiétez pas, nous on pratique tous les jours, on n'a jamais eu, les roues sont bloquées à cause d'un caillou. Et puis même on dit non, mais ça va pas se bloquer, vous inquiétez pas, 1 mm ça suffit, donc il faut faire du 243. À l'époque il y avait Salomon qui avait du 247, je crois, et encore je sais plus s'il y avait avec du 80 et du 76, je crois. C'était en Halo. Ouais, et là, nous, on passait en 4x80 sur du 243, donc 1 mm entre les roues. Et du coup, là, à partir du moment où j'ai commencé, donc la platine d'ailleurs, je l'ai là, c'est vraiment un triangle. Il n'y a pas aucun design, c'est juste une platine extrudée quand même déjà, parce qu'on a fait l'extrusion là sur le premier prototype avec 243. C'était d'ailleurs, ça revient un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup de platines un peu freeride qui reviennent un peu avec un design un peu à l'ancienne. Et du coup, avec juste donc vraiment la platine un peu triangle comme ça. Et donc 243 tout de suite, oui, ça bien sûr, il y avait aucun problème. Donc tous les
c'était toujours c'est impossible, mais nous on savait que, enfin moi je savais d'ailleurs à l'époque que c'était possible quoi. Et du coup c'est comme ça que les platines, on a créé les 243, les 231 et les 219. Du coup qui ont fait aussi un peu la différence, parce que dans le slalom, quand la platine courte et en plus après en banane, ça a permis de vraiment faire démocratiser encore plus le slalom. Donc la banane, en fait, c'est un concept qui existe depuis près de 200 ans maintenant. Mais finalement, elle a mis vachement de temps à arriver dans le slalom freestyle. Nous, en fait, Comment ça s'est fait ? Moi, j'ai jamais aimé la banane, en fait. C'est que nous, on faisait nos roues. C'est-à-dire qu'on arrivait, on avait nos roues, on était en flat. Et du coup, il fallait passer 1 heure, 2 heures à faire du speed, du slalom sur un pied, sur l'autre pied, en arrière, en avant, pour user les roues avant, la roue arrière. Pour qu'on ait, il fallait à peu près 1 millimètre d'écart pour que ça soit que ça commence à être fluide à peu près, que ça soit vraiment agréable. Et à un moment donné, c'est vrai que tout le monde qui commençait à pratiquer, au début, nous n'avait que des platines en flat. Moi, j'étais pas du tout, je voulais pas faire j'étais pas du tout attiré parce que à l'époque, donc nous on a fait ça. Après, il y en a d'autres qui nous ont suivis. Donc bien sûr, au bout d'un moment, il y a certaines marques, notamment en Asie, qui ont commencé à faire aussi des platines similaires aux nôtres. Après, un peu toutes les marques ont emboîté le pas sur ces types de patins, parce qu'ils ont vu du coup que ça marchait, que les gens aimaient bien, que c'était beaucoup plus réactif. Et la banane est arrivée d'origine, est arrivée quand même assez rapidement, parce que au début, les gens ils commençaient à mettre du 80 et du 76 aux extrémités. Et du coup, 4 mm d'écart, ça fait vraiment beaucoup. Et notamment nous, quand on commençait à sponsoriser on commençait à avoir dans l'équipe, ou des gens qui étaient dans l'équipe avec moi, ils voulaient pas être en flat, ils avaient besoin d'être en banane. Et du coup, c'est arrivé de là aussi où on a créé une banane en faisant des calculs un peu vraiment pour avoir exactement la bonne distance entre suivant l'angle de pratique. Moi, j'estimais donc c'était 1 millimètre pour les 80 mm, et du coup pour les 76, il fallait garder le même angle en proportion, etc. Et du coup, on passait. Donc aujourd'hui, elles sont toutes à peu près à 2 mm, mais à l'époque, on était au dixième de millimètre entre les roues du milieu et les roues de l'extrémité. Donc c'est ça qui nous a fait aussi après démocratiser encore plus, c'est que vraiment les platines directement en banane ont permis à tout le monde d'en faire tout de suite avec des roues neuves sans avoir à les faire et tout ça. Mais moi je suis toujours resté en flat. Donc là t'es passé. Ouais. Parce que là on a sauté un peu peut-être le moment où je sais pas, c'est le côté business, etc. Si tu veux. Là, en fait, en gros, là, maintenant, t'as la possibilité de faire ton patin. Donc là, là, c'est la V1 du patin. Ouais. Donc cette V1, elle sort. Donc c'est assez important aussi, parce que donc à l'époque, moi, j'étais aussi un peu quand même jeune, etc. Donc moi, je me voyais pas du tout être distributeur ou quoi que ce soit. Je me voyais pas dans le commerce du tout, quoi. J'avais aucune formation commerciale. J'avais fait j'avais un bac scientifique, et puis après j'ai fait une fac de sport, donc je m'étais vraiment intéressé dans le sport et je voulais développer, c'est pareil, peut-être les médias avec internet, les diffusions, etc. Aussi être tout simplement rider pro, et juste donner des cours aussi, parce que comme j'étais en fac de sport, du coup je m'étais orienté vers l'entraînement, plutôt on s'était rencontrés là-bas, d'ailleurs on était à peu près à la même avec Alexandre. Je me souviens même plus quand on s'est rencontrés. Je crois que la première fois c'était à Orsay. Non, la première fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à Orsay. Ah, peut-être. Je me souviens, c'était à la fac, parce que t'étais aussi à Orsay, non? Ouais, j'étais en STAPS à Orsay. En STAPS aussi, donc du coup, à un moment donné, je sais plus comment on s'est rencontrés, t'avais dû voir peut-être mon site, et puis je sais pas. Bah oui, moi j'ai appris le slalom grâce à ton site. Hein. Il y avait le tien, il y avait CSK, et je passais mes après-midi du coup, on s'était rencontrés là-bas, et je crois que à l'époque, tu testais un proto de je ne sais plus quoi, peut-être de platine, de speed ou de fitness, je sais plus. En tout cas, tu avais des prototypes, je crois, au pied ou des choses comme ça.
tu testais déjà du matériel. Ouais, c'est possible, ouais. Et du coup, on en revient où on se perd un petit peu. Ouais, c'est pas très grave. Non, mais Du coup, moi, j'étais pas du tout. J'étais pas du tout. Donc, on a commencé à créer les patins. Donc les patins, à partir du moment où ils ont commencé à... Donc moi je travaillais... donc avant j'étais chez Technica, et donc quand c'est passé à Rollerblade, il y a eu aussi beaucoup de gens de Technica qui ont arrêté, qui sont partis. Donc parce qu'ils ont fait évidemment ils ont fusionné 2 entreprises, du coup ils ont gardé une équipe, ils ont viré, enfin entre guillemets viré, où ils proposaient des reconversions à certains autres qui leur plaisaient pas. Du coup moi j'ai proposé à des personnes qui travaillaient à l'époque à Technica de dire tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire la distribution, de te lancer dans la distribution d'une marque de patins que là on est en train de faire et donc chercher un distributeur en France. En fait c'est ça mon rôle, c'est que j'avais mes patins, j'avais donc mon faux modèle entre guillemets. Je devais à l'époque avec donc la première marque avec qui on a travaillé, donc j'ai fait tout le développement donc je devais toucher une commission juste sur les ventes. Donc là c'était MX. Donc c'était MX, donc c'était mais MX voilà, c'est que oui c'est ça, donc c'était MX. Finalement donc on a commencé donc pour eux, ils avaient le droit, donc il y avait des problèmes entre l'usine, eux, et puis il y avait des histoires commerciales que moi j'étais complètement en dehors de ça, donc je savais pas. Donc du coup, il fallait, on pouvait pas utiliser la marque MX en Europe. Il y a un problème de territoire. Voilà, c'est exactement. Donc du coup, il fallait utiliser une marque quelle marque on allait prendre pour l'Europe. Ou la France, en tout cas. C'était déjà la France, l'Europe. Enfin, c'était déjà un marché commun, mais les gens le voyaient pas forcément tous comme ça. Mais bon, ça s'est avéré après que c'était vraiment donc l'Europe. Et donc résultat, nous les premiers patins, donc déjà les patins n'étaient pas encore sortis, qu'il y avait déjà des problèmes. Et du coup, moi j'ai proposé l'idée du coup de dire voilà, de toute façon c'est les patins, c'est moi qui les faisais, c'est mon pro modèle entre guillemets, etc. Donc on peut utiliser. Moi j'ai déjà déposé ma marque parce qu'à l'époque donc le site Universkate, je l'avais déposé. Donc pas pour faire. Non, je l'avais pas déposé justement tout de suite. Je l'avais pas déposé au départ. Et finalement, pour faire la distribution, parce que j'avais demandé, j'ai créé la marque Universkate, justement, elle existait déjà depuis des années, et je l'ai convertie, donc je l'ai déposé parce que c'était mon site, c'était ce qui existait déjà, donc c'était le plus simple. Là, ok, on va déposer la marque Universkate pour la mettre, donc comme la première marque des patins, donc de ces patins-là. Donc finalement, avec tous ces histoires, on a réussi. Donc nous, c'était vraiment la première marque qui est sortie sur nos patins, donc les Seba. Donc c'était le modèle Seba, c'était pas la marque, c'était le modèle Seba de la marque Universkate. Donc on l'a à l'époque, on avait fait des prototypes qu'on avait testés, etc. Et donc finalement, moi j'avais demandé à même des skateboarders, j'avais demandé à des gens de l'industrie de trucs, personne ne voulait se lancer dans une distribution trop risqué de patins. Ça intéressait personne. Ça intéressait personne. C'était vraiment une niche, et en plus des patins de slalom bizarres. Moi, c'était vraiment, il y avait un concept différent. C'était un concept entre le soft boot et la boot rigide. Donc c'était le Seba High. Donc vraiment le premier patin qu'on a créé, c'est le Seba High. Le FR, il est venu très rapidement après, mais il a été fait en parallèle. Mais vraiment le premier patin que moi je voulais absolument sortir, c'était celui-là parce que c'était vraiment le concept innovant avec la plaque. Le patin semi-rigide, semi-soft, qui me permettait à moi de faire de la descente, du slalom, du saut, qui me permettait en fait, c'était ça vraiment mon concept de base, j'en avais marre de me trimballer 3 ou 4 paires de patins, quand j'allais à un contest, parce que je faisais la descente, je faisais ci, je faisais ça. Donc je voulais me trimballer qu'une seule boot. Et sur lesquelles on changeait les platines. Donc du coup, c'est comme ça que le Seba est né, c'est que j'avais vraiment besoin d'un patin qui fait tout. Et c'était ça le concept de base, c'était un patin qui sache tout faire. Donc nous, c'est vrai qu'il a longtemps été considéré comme un patin de slalom, parce que voilà, c'est vrai que j'étais beaucoup plus connu pour le slalom, mais qu'à la base c'est vraiment un patin qui était le but, c'était de tout faire, du saut, du slalom, tout ce qu'on pouvait faire en roller, de le faire avec une seule et même paire. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup au bout d'un moment, personne ne voulait le faire, donc je me suis dit écoutez,
J'ai gagné des compétitions, j'ai quelques économies, donc je dépensais pas vraiment d'argent, j'économisais parce que sur les contests, je gagnais des prize money. Lausanne, on gagnait 500 francs suisses par-ci. Et à l'époque, donc 2003, j'avais gagné beaucoup d'argent grâce au skate cross. Donc c'était les monop U2R, les U2R. Ouais. Où au départ c'était une course donc montée-descente où vraiment c'était les speed skaters qui étaient clairement avantagés et nous on avait vraiment aucune chance avec nos patins free skate. On avait à côté des Formule 1, c'est comme si on était un peu des 2 chevaux contre des Formule 1 parce que la montée c'est ça qui faisait toute la course et la descente c'était très peu. Et finalement le concept a changé en 2003 ouais. Et moi j'ai fait mon stage aussi du coup chez donc ACE, c'était l'agence qui gérait l'organisation des skate cross. Et donc du coup c'était mon stage de maîtrise ou de licence, je sais plus à l'époque. Et donc résultat j'ai participé en même temps, donc j'ai aussi participé aux compétitions et comme j'étais vraiment polyvalent, j'allais au skatepark aussi tout le temps quoi. Et donc à l'époque il fallait être assez polyvalent, donc les streeters ils venaient quand même avec leurs patins de street avec des petits trous. T'avais les free skaters qui étaient en 4 roues courtes et moi je venais en 5 roues avec mes patins de descente. Et c'est vrai que 5 roues patins de descente c'était courte, en plus c'était 5x80 à l'époque. Et du coup c'est vrai que on était vachement tous les descendeurs en fait, c'est les descendeurs finalement qui gagnaient ce type de compétition. Donc les compétitions sur le plat étaient plus mais moi comme j'avais aussi ce côté skatepark où je m'entraînais avec mes patins mes grandes roues sur les skateparks, j'allais à fond, j'ai le plus vite possible sur les skateparks. Je me suis retrouvé à aussi faire des résultats. Je gagnais pas beaucoup, mais j'étais toujours sur le podium en fait sur ces compétitions-là. Il y avait toujours quelqu'un qui était meilleur que moi parce qu'il y avait des descendeurs qui étaient vraiment très bons. Il y avait parfois sur le plat, moi j'étais polyvalent. Du coup sur la saison de skate cross, je me suis retrouvé à être au podium final. J'ai dû gagner. Je sais pas, pour nous c'était beaucoup à l'époque. Ça devait être 3 000 € ou quelque chose comme ça. C'était en francs peut-être même à l'époque. En tout cas, donc cet argent-là, c'est tout l'argent que j'avais accumulé comme ça sur des contests que j'ai gardé. Ça devait représenter en tout 5 000 € ou quelque chose comme ça. Donc du coup, personne voulait faire la distribution. Je dis ok, je réinvestis, j'achète 200 paires de patins. Donc j'achète 200 paires de ces bails pour les vendre moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à Hawaii Surf. Donc premier shop que je suis allé voir, c'est Hawaii Surf. À l'époque, il y avait Luc, qui était aussi là, avec Eric. Donc on est dans le bureau. Ah voilà les nouveaux patins. Il a regardé. Ah ouais, ça a l'air quand même pas mal, intéressant. Moi j'y allais vraiment comme ça. J'étais pas du tout commercial ou quoi que ce soit. Donc il dit Luc, vas-y, essaye les patins quoi. Donc Luc du coup il aimait. Moi je dis bon qu'est-ce qu'il va dire, parce que c'est vrai qu'avec Luc à l'époque on n'était pas forcément toujours en accord, je sais plus, il y avait eu des beaucoup de tensions, problématiques de règles, il y avait peut-être des choses comme ça, je sais plus, c'était à peu près ça en début des années 2000, il y avait des petites tensions, mais il avait été... il y avait des circuits différents, de slalom et tout, enfin bref, c'était assez tendu à cette époque entre nous tous. Ouais, c'est ça, donc il y avait un peu des tensions, des petites rivalités, on va dire, mais Luc, à l'époque, il avait pas du tout été, il avait pas du tout pris en compte ça. Il avait juste fait professionnellement. Il avait testé le patin et il avait donné un avis objectif parce que il a toujours été objectif en fait au final. Tout ce qu'il dit, à chaque fois, il a jamais mis ses sentiments en avant par rapport à peut-être des choses qui pouvaient se passer en dehors. Et vraiment, il était assez carré dans ses et objectif dans sa façon d'aborder les choses. Du coup, il avait testé les patins. Je me souviens du coup qu'il avait dit ah ouais ils sont bien les patins. Eric, vas-y, tu peux en acheter, tu peux y aller, quoi. Et du coup, résultat, il avait commencé à me dire, je t'en prends X, peut-être une ligne, quoi. Ça devait être une ligne à l'époque. J'avais demandé du prépaiement parce que il fallait que je paye l'import. Et donc, il fallait que je paye la douane surtout, etc. Donc, j'ai demandé, il faut faire du prépaiement. Ah ouais, mais non, mais le prépaiement, ça n'existe pas. Mais finalement, j'étais allé voir un peu tous les magasins à l'époque. Et donc je venais donc j'ai reçu ma première livraison finalement. Donc j'ai créé mon entreprise qui était donc elle était domiciliée quelque part, mais je recevais le matériel chez moi, vraiment dans ma chambre. J'étais chez ma mère donc ces logements sociaux. On arrive, je reçois la première cargaison, donc je les ai stockés dans ma chambre quoi. En fait, c'était ça.
Et donc résultat, ça s'est bien vendu, les premières paires? Donc les premières paires, elles sont vendues petit à petit. Donc j'allais voir, donc j'ai contacté les magasins. J'allais les voir moi-même en train. Donc j'étais encore étudiant, donc j'avais encore des réductions sur le train. Et donc j'allais livrer moi-même les patins. J'avais pas de voiture, j'avais pas le permis, etc. Donc j'allais moi-même. Je prenais les paires de patins. Ils m'achetaient 4 paires de patins ou 5. Je les mettais toutes dans une valise. Je dépliais les boîtes. Je mettais les boîtes, je les enroulais autour d'une ficelle, je prenais les boîtes sous le coude, j'avais une grosse valise pleine de patins, et puis j'allais livrer à Lyon, j'allais livrer à Ivry, je prenais le métro pour aller livrer, quoi. Les premières paires de patins. Et donc, du coup, voilà, et ça s'est fait un peu comme ça, petit à petit, j'ai commencé à livrer, moi-même, les patins, donc on parlait du matériel, on parlait de, voilà, etc. Et, donc j'étais allé, voilà, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait les magasins principaux, donc il y avait Bordeaux, Paris, etc. Il n'y avait pas beaucoup de magasins à l'époque, parce que il y en avait déjà beaucoup qui avaient mis la clé sous la porte. Et finalement, ils ont vu, donc, quand j'ai sorti aussi le patin, j'avais déjà une certaine notoriété, internationalement, et du coup, et aussi les gens qui me connaissaient, du coup, ils ont voulu acheter les patins. Et donc c'est pareil, on est les Espagnols à l'époque, et du coup ils me connaissaient aussi, du coup ils ont voulu en prendre. Il y a eu quand les patins, les gens commençaient à en avoir, du coup il y a des magasins qui ont commencé à nous contacter pour dire moi aussi j'en voudrais, etc. Donc on a commencé à développer vraiment, et on vendait en direct aussi. On a commencé à vendre aussi à nos amis, en gros, ou les gens des spots qu'on connaissait, les Allemands, moi qui m'ont acheté mes premières paires, c'était il y a eu des Allemands, il y a eu un peu de tout le monde, des Espagnols qui m'achetaient à moi, parce que personne d'autre ne pouvait ne les vendait, quoi. Et donc résultat, ça s'est su, du coup on a commencé à avoir de la demande, les patins du coup ils ont bien plu tout de suite, parce qu'en effet ils étaient plus performants que tout ce qu'il y avait sur le marché. Les platines courtes, la plaque, c'était vraiment des innovations que à l'époque en fait c'était vraiment le marché, il était vraiment en baisse, avec une baisse de qualité. Et donc nous on est arrivé avec un peu en gros, un patin à l'encontre de tout ça. Mais t'étais plus cher ou t'étais dans les mêmes prix? On était à 300 €. Donc c'était à peu près le prix. Voilà, on s'était calé sur le prix du marché. Je sais plus comment on avait. Après, il y avait des intermédiaires. Si t'étais peut-être plus. Oui, mais de toute façon, le prix il a pas changé depuis quasiment. Bon, c'est vrai que ça a évolué parce qu'il y a eu quand même des innovations. Mais entre à l'époque et aujourd'hui, même s'il y a eu une inflation, finalement, le prix il a quasiment pas bougé. Donc il y a encore, c'est sûr que là il a augmenté depuis quand même au fil des années, mais pendant très longtemps le prix est resté très stable. Et du coup résultat, on avait un bon prix par rapport à la qualité qui était meilleure que finalement les autres. En expérience, les gens qui testaient tout de suite, ils étaient bien dedans. Parce que j'avais aussi une idée, c'était de faire la bout d'une certaine forme pour permettre d'avantager le slalom. Tu avais beaucoup de patins qui étaient vraiment plats au fond, la FSK qui était vraiment plat, UFS et tout. Et nous, vraiment dans le concept, il y avait aussi le côté slalom avec une forme de boot un peu particulière. Et donc résultat, voilà, ça a vraiment plu tout de suite. Et donc j'ai vendu la première série. J'ai racheté tout de suite le double de paires de patins. Moi, je me suis donc pendant plusieurs années, années peut-être, je me suis pas du tout payé. Et donc je travaillais de ma chambre finalement. Et au bout d'un moment, j'ai recruté Greg, avec qui je travaillais. À partir de quand il est arrivé, Greg? Donc lui, au bout d'un moment, au début, je disais viens travailler avec moi. Là, je fais quelque chose. Il y a vraiment un patin. On peut lancer un business de zéro, etc. Il était un peu frileux parce qu'il travaillait en Allemagne au bureau chez Nike, etc. Donc de passer de Nike où t'as une stabilité à ça, à un saut dans le vide en fait, c'était. Mais finalement, Nike ils ont coulé. Donc ils l'ont annoncé qu'ils avaient arrêté dans X temps, et du coup qu'il fallait qu'ils allaient fermer carrément l'entrepôt, ils allaient tout fermer, toute l'entreprise à laquelle ils étaient, ils allaient tout fermer, et donc tous les salariés devaient trouver une autre solution, quoi. Ils ont dit c'était des centaines de personnes à l'époque, et donc à un moment donné l'opportunité s'est trouvée que donc ça c'était plutôt en 2006, peut-être mi-2006, où du coup je lui ai dit et c'est là qu'il m'a rejoint. Et qu'on a du coup au début on le payait, je sais pas, je devais le payer un demi-salaire ou quelque chose comme ça.
Comment vous vous êtes connu avec Greg? On s'est connus sur les spots. Lui, c'était plutôt un rider de Montparnasse, un peu qui se baladait pas Montparnasse, Palais Royal. Moi, j'étais Notre-Dame, Palais Royal. Et du coup, en gros, à un moment donné, on faisait tous les spots. Hein. À l'époque, on allait sur un spot Notre-Dame. On se faisait virer par les flics. Du coup, on se faisait virer par les flics. On allait à Palais Royal. Palais Royal, du coup, au bout d'un moment, on en avait marre. On allait aux Invalides. On passait par Montparnasse. C'était quasiment tous les week-ends, on faisait la tournée des spots. Puis le soir, tu repassais par Jussieu, après t'allais à Notre-Dame. Ouais, c'est ça, il y avait Jussieu, on se faisait virer à Notre-Dame, on allait à Jussieu, il y a le gardien de Jussieu qui nous virait à un moment donné avec son chien et tout ça aussi. Le gars, il venait, on entendait le chien, vite, on se sauvait. On retournait à Notre-Dame, on se refaisait virer, on allait à Palais Royal. Notre-Dame, Palais Royal, Alexandre III, la gare de Lyon, Bercy. Ouais, place Henri Freinet, Gare de Lyon. Enfin voilà, c'était toujours le même spot, et comme on n'avait pas de téléphone portable, oui, c'est vrai tu allais forcément croiser quelqu'un sur un spot. Voilà. T'allais voir quelqu'un, s'il y avait du monde. On faisait des éperviers, donc il y avait, voilà, c'est ça, exactement. C'était ça, c'était, venez, on est que 3 ou 4, allez, on va voir là-bas, peut-être qu'il y aura plus de monde, et puis du coup. Il y a un autre truc aussi sur les Seba, alors peut-être que je me trompe, mais, ça se faisait pas forcément avant. Vous êtes arrivé avec pas mal de pièces détachées, des spoilers de différentes couleurs, pas mal de trucs. Est-ce que ça venait du street? Est-ce que ça venait du quad? Non, c'est que nous on avait donc moi surtout j'avais en fait parce qu'à la base c'est un peu venu vraiment de toutes les idées que j'avais pu avoir en étant sponsorisé, tous les problèmes qu'on avait eu et qui étaient pas solutionnés. Et donc donc les premiers patins, donc pour revenir à la marque, donc c'était vraiment Universkate. Donc on a sorti les tout premiers patins qui sont sortis, c'est la marque Universkate. Donc c'était Universkate Seba. Un an ou deux. Voilà. Et donc il y avait plusieurs marques dans plusieurs pays. Donc au début en France c'était Universkate, en Corée c'était MX, en Asie dans d'autres pays c'était autre chose. Et finalement on a donc il y avait le côté, pour revenir justement au côté pièces détachées, c'est que c'était un patin vraiment qui était fait à la base, comme j'ai expliqué, pour faire toutes les disciplines. Donc il fallait toujours changer de platine. Moi, en tant que pratiquant, j'avais besoin d'amener ma boot et j'avais ma platine de descente. J'avais ma platine dans mon sac, j'avais ma platine de slalom et j'avais juste besoin donc il fallait juste changer la platine, tac, je rechangeais la platine et je passais à la descente. Et du coup, et donc du coup c'est là qu'on avait besoin de vis, on avait besoin et quand on perdait parfois des vis ou quand on cassait avant c'était rifté. Et donc du coup tout de suite moi dès le début du développement j'ai demandé des vis partout quasiment quoi. Donc les premiers protos étaient sortis avec des rivets. Je me souviens. Mais on a tout de suite changé à la vis parce que même si ça ne plaisait pas à l'époque aux usines, etc. J'ai imposé un peu à dire non, il nous faut des vis parce que le slalom c'était tellement contraignant que tous dévissent, tous les rivets au bout d'un moment ça fait du jeu et tout. Ça fait du jeu et c'est impossible à changer quoi. Il fallait aller dans un magasin, la perceuse. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Toutes les marques faisaient pas ça. Ça c'était un brevet qui a été déposé à l'époque, mais que donc c'était un inventeur autrichien qui proposait en fait, il travaillait beaucoup avec des inventeurs. Donc des inventeurs qui proposaient des idées pour les marques de roller. Donc là il y en avait un qui était là qui a proposé cette idée mais qui fonctionnait pas en fait parce que donc il y avait le concept mais c'était fait avec des crans qui à la pratique en fait ça tournait dans tous les sens parce que le slalom c'est tellement contraignant que du coup moi j'ai changé donc donc il y avait tout ce concept là que j'ai modifié pour que ça marche. Donc c'est-à-dire que j'ai rajouté des crans vraiment des crans. Et on a limité, à l'époque, il devait y avoir 50 positions possibles. C'était vraiment des mini-crans et tout ça, mais ça tournait dans le vide, donc c'était vraiment inutile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai amélioré le concept d'ailleurs, j'ai encore les mails que j'ai envoyés avec les dessins que j'ai fait sur peut-être Paint ou des choses comme ça, pour me dire, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un cran, un trou là, il faut faire comme ci, comme ça. J'ai envoyé le dessin. Et du coup, on est parti là-dessus, et du coup, le truc était vraiment bien calé, et du coup, on s'est retrouvé avec les 4 positions pour monter et descendre. Et qui me servait, moi, en descente, parce qu'en descente, du coup, il fallait être un peu plus haut, en slalom un peu plus bas, et du coup, il y avait vraiment peu de différence, mais rien que ça, c'était déjà bien pour la pratique, pour vraiment varier d'une pratique à l'autre, d'un sport à l'autre, rapidement, quoi.
Vous aviez aussi des supports qui n'étaient pas les mêmes. Enfin, tu avais des vis de 5 en dessous et des vis de 4 sur les côtés. Alors ça, c'est venu que moi, je faisais aussi du speed skating, du coup, comme le côté polyvalent. Du coup, comme j'étais... mon passage chez Technica, on patinait on voyait un peu tout le monde. Donc, j'avais rencontré les frères Galiazzo. À l'époque, ils faisaient aussi du speed skating. J'avais vécu un petit peu en Corée quelques mois pour justement et j'avais rencontré des patineurs de vitesse qui travaillaient un petit peu avec moi à l'époque, et du coup pour rouler, j'étais pas toujours avec les slalomers, du coup ils me proposaient tiens, viens faire l'entraînement de speed skating, quoi. Et du coup j'ai commencé à faire des marathons, donc des marathons roller. Donc l'usine il produisait aussi d'autres marques un petit peu en même temps, d'autres marques donc de vitesse, des marques qui existent plus aujourd'hui, hein, mais et eux ils avaient, comme c'était des marques, il y avait une marque américaine notamment qui avait justement cette vis en standard américain, en inch, quoi, et du coup qui était plus épaisse, plus large, voilà, c'est ça. Et je me suis rendu compte, du coup, en utilisant ces vis, que c'était vraiment beaucoup plus facile de démonter, remonter. Moi, j'avais passé mon temps à démonter et remonter mes patins à l'époque. Donc du coup, les clés, elles s'usaient vite. On avait eu les problèmes de clés, les problèmes d'axes qui s'arrondissent, etc. Et avec ça, du coup, j'avais jamais le problème, quoi. Du coup, on est passé tout de suite dès le début du développement. Moi, j'avais déjà commencé à faire du speed skating et j'ai demandé tout de suite à avoir ces vis-là sur le patin. Ah, mais ça fait 2 clés dans la boîte. Oui, mais c'est pas grave. Même si c'était pas forcément hyper pratique. Il y avait clé rouge, clé noire. Du coup, on a dit on va mettre une couleur différente. Ouais. La clé rouge, la clé noire. Ouais. C'est pareil à l'époque, les clés qu'on avait dans les boîtes, c'était vraiment des clés toutes petites, les clés coudées, les clés Allen toutes petites. Et du coup, voilà, nous on avait vu qu'il y avait des clés comme ça avec des bonnes poignées et on s'est dit on va mettre tout de suite dans la boîte une bonne clé. Donc on a eu ce concept-là de mettre une bonne clé, de mettre du coup cette vis-là qui permettait de revisser à volonté sans jamais casser son le filetage. Exactement. Et résultat, c'est pour ça qu'on a mis ça dessus. C'est aussi par l'expérience du speed skating. C'est vraiment tout le panel de ça, de polyvalence, qui permet aussi d'arriver à un patin qui permet de se nourrir un peu de toutes ces pratiques-là pour les adapter à un patin. Moi je cherchais le patin parfait, non, il n'existe pas, hein, mais à l'époque on cherchait vraiment à faire le patin parfait, en tout cas pour moi. Je cherchais pas à regarder, on faisait pas de marketing, hein, c'était vraiment moi je faisais faire quelque chose qui m'intéresse moi, que je cherchais pas à savoir si combien ça allait coûter, à quel prix il fallait le vendre, qui était la cible. C'était vraiment par passion. J'ai besoin de ça, moi, donc je le fais, parce que si moi j'en ai besoin, c'est-à-dire que pour les autres, ça sera bien aussi, quoi. Donc, finalement, ouais, moi je voulais. Là, on a parlé pas mal de la création on a parlé de ton passé de rider, du fait de comment tu savais exactement ce que tu voulais, et que quand t'as créé ta marque, t'as pu faire un beau patin. Et en fait, si on prend un peu de recul et qu'on regarde aussi, je pense, le succès de la marque, il y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, qui est la création d'une association, enfin la fédération en fait, en gros, de tous ces riders, de toutes ces compétitions, etc., qui finalement a l'air en fait de nous, quand on voit assez imbriqué avec ton passé à toi, plus la marque, enfin que c'est un tout en fait, et qui fait que ça marche. Bah oui. Donc ça, moi, c'est donc on revient quelques années en arrière. Donc je faisais plein de compétitions partout, et donc je publiais les résultats à Universkate. Donc j'avais commencé à publier les résultats. Et moi, en tant que STAPS, donc fac de sport, etc., je m'intéressais à tous les sports pareil. Donc je regardais beaucoup le ski, je regardais beaucoup le tennis, je regardais tout à chaque fois Roland Garros, j'étais devant ma télé en train de regarder. Et du coup, je voyais toujours le World Ranking, le classement ATP, le classement de ski, tous les grands sports avaient toujours un classement, quoi.
Et du coup, donc moi je me disais, ce serait quand même bien que toutes ces compétitions-là, il y en avait, c'était des compétitions individuelles, il y en avait en Italie, en Allemagne, en Suisse, en France, etc. Et bah ça serait bien de les faire tous, les connecter tout ensemble, pour pouvoir réaliser un circuit à points. Donc du coup, faire un classement mondial à points. Donc ça, c'était vraiment avant. J'avais eu cette idée avant d'imaginer que je puisse vraiment faire créer une marque ou vraiment avoir une distribution ou quoi que ce soit. Et quand la distribution a commencé des patins, moi j'avais pas forcément donc le temps de développer tout ça, et en discutant toujours donc avec les différentes personnes, donc j'en discutais un peu à droite à gauche, et c'est vrai qu'il y a eu à l'époque donc il y avait Luc et Vincent et Scali, etc. Donc eux ils ont commencé du coup à dire bah tiens aussi ils avaient eu un peu le même donc même idée à peu près au même moment. Moi ça faisait déjà 10 ans déjà que je pensais à ça en fait, et eux à un moment donné ils se sont dit bon bah tiens on va essayer de lancer le truc. Donc j'ai dit ok bah on y va, et donc c'est comme ça qu'on s'est créé la première association, c'était l'IFSA à l'époque. Et donc il y avait eu des réunions. Donc je me souviens, on avait fait une réunion, moi j'étais allé chez Vincent plusieurs fois pour parler du site, parce que j'avais eu de l'expérience dans les sites, donc on avait discuté pas mal pour le logo. Donc moi j'étais déjà dès le début, j'aimais pas le logo. Donc et il y avait certains concepts qui me plaisaient pas trop, mais je dis bon bah c'est pas grave, on y va, allez-y, oui bah c'est bien, on lance le truc, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment moi j'avais vraiment une idée depuis longtemps de ce qu'il fallait faire, ce que j'avais envie de faire, dans quel sens je voulais développer les choses. Là, il y avait un groupe de personnes qui étaient prêts à le faire, donc en gros, moi j'ai collaboré à tout ça, établir le premier règlement international, parce qu'il n'y avait pas de règlement quand on allait à des compétitions. Ça pouvait être un règlement dans une compétition, un règlement différent dans une autre. Les juges, c'était des parents ou c'était des gérants de magasins. C'était ils savaient pas, enfin ils étaient là, ils jugeaient, mais c'était donc il y avait pas de règlement vraiment qui était suivi. C'était vraiment au feeling. Il y avait une note de style, une note artistique, une note de style, une note de technique, et c'était peut-être sur 50, et puis c'est tout quoi. Mais c'était complètement, en fait, c'était noté complètement à l'arrache. Et donc, culturellement, selon les pays, t'avais pas du tout les mêmes styles, quoi, de patinage. Ouais, et du coup, c'était vraiment, quand on allait à une compétition. C'était pas la même. Ah ouais, les Italiens, c'est dans la danse, quasiment. Et ouais, et quand on allait, du coup, à une compétition, on savait jamais comment on allait être jugé. Donc, du coup, l'idée, c'était ça aussi, d'un peu, il y avait le championnat de France qui était très structuré, vraiment, c'était la fédération française qui a été, je pense, la première vraiment à avoir structuré le sport, le slalom, au niveau mondial, je pense. Vraiment avec des règles précises, mais c'était vraiment basé sur le quad de plus. Donc là, au bout d'un moment, on a décidé du coup on a travaillé sur le règlement. Donc bien sûr, il y avait des choses qui me plaisaient pas dans les règlements qui étaient proposés, et c'est vrai que souvent, c'est d'où est venu au bout d'un moment un peu la scission, c'est que moi il y a certains règlements où j'étais pas du tout d'accord quoi. Donc je les ai acceptés au début. Mais au bout d'un moment il y a eu des concepts que moi je voyais vraiment avec mon expérience de STAPS, on voyait vraiment tous les sports, et je voyais que eux ils avaient vraiment une idée qui était beaucoup plus on va dire fermée, et qui suivait sur un modèle, peut-être un seul modèle. Je sais plus sur quel modèle, c'était peut-être suivait la NBA ou des choses comme ça, enfin je sais pas, en tout cas le logo déjà ressemblait à la NBA. Moi je connaissais la NBA, j'étais un fan de basket, et du coup ça me plaisait pas que le slalom c'était un copie du logo de la NBA ou des sports américains, etc. Et donc etc. Au bout d'un moment moi je continue à avoir toujours mes contacts, donc on a à l'époque on a vraiment essayé de mettre, j'ai aussi contribué à essayer de mettre que les compétitions aussi fassent partie du circuit, et eux ils avaient aussi leur propre contact, donc du coup ça permet que eux ils ont réussi de leur côté, c'était vraiment un groupe, on va dire, qui a travaillé ensemble pour créer ça. Mais de fil en aiguille, d'année en année,
Les règlements, vraiment, il y a eu des règlements qui sont passés, des choses qui sont passées qui pour moi étaient pas du tout en adéquation avec ce que moi je voyais, la vision du sport, l'évolution, etc. Parce que moi je venais vraiment d'un sport de rue où vraiment on faisait ce qu'on voulait, le freestyle c'était vraiment une part importante. Et là il y avait vraiment une idée où il fallait faire rythmer de 4 en 4. Il fallait changer de figure tous les 4 plots pour pouvoir être bien classé. Et puis même le style n'avait plus vraiment d'importance parfois. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon impression. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment un style très fluide, etc. C'était beaucoup de techniques, je pense, à l'époque. Et voilà, il y avait beaucoup. Et puis il y avait pas vraiment. C'était même les tentatives. Enfin voilà. Après, c'est peut-être difficile de tout remettre. C'était certainement l'héritage dans le contexte. L'héritage d'où on en était sur les jugements français, où finalement voilà, c'était ça. C'était un mix. Exactement. Un style. Moi, c'était un mix vraiment plus sur le règlement français adapté au inline en fait. Finalement, où c'était un règlement. Voilà, donc c'était vraiment. C'est devenu très rigide. Et moi, au bout d'un moment, je me retrouvais à me dire, ok, j'étais en équipe de France, etc. J'allais à des compétitions, mais je prenais aucun plaisir à y aller parce que je me retrouvais à me dire, je participe à une compète où en fait, je dois faire ce que j'ai pas envie de faire. Et que moi, toutes les improvisations que je pouvais faire, etc. À l'époque, c'était vraiment, moi, j'étais dans l'improvisation. Et le concept c'était vraiment la musique, calée sur la musique, avec les rythmes tous les 4 plots changés. Il y avait pas, les transitions n'étaient pas comptabilisées, donc c'était vraiment moi ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était pas du tout adapté à ce qui se passait et j'arrivais pas à faire changer les choses. Et j'étais pas le seul de coup à penser ça non plus. Et au bout d'un moment, moi je me suis dit non, je veux pas partir. On m'avait sélectionné, je me souviens, dans l'équipe de France, hein, ça devait être en 2005 ou 2006. Et j'ai dit, désolé, là, je veux plus le faire, j'arrête, je veux plus participer. Et c'est à peu près à cette époque-là où on allait à l'ISPO. Justement, j'avais commencé à faire l'ISPO moi pour présenter mes patins. Donc j'avais acheté un stand, une place, peut-être c'était 3 par 3, quelque chose comme ça. J'avais mis 2 tables, une banderole, j'ai posé mes patins sur les tables. Et donc je présentais mes produits, etc. C'est là que j'ai rencontré des magasins qui sont venus me voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'était nouveau, donc ça les intéressait. Et en même temps, il y avait toujours des compétitions à l'ISPO, c'était vraiment grand à l'époque, c'était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Quoique maintenant ça a regrossi, mais il y avait vraiment beaucoup d'animation, beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai vu les compètes de BMX. Donc les compètes de battle, donc c'était battle en BMX. Donc il y avait le battle de hip-hop que je connaissais un petit peu. Et quand j'ai vu le BMX, qui faisait sur le même principe, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que nous, on avait le même principe, c'est-à-dire que quand on faisait du slalom sur les spots, donc à l'époque, pour moi, c'était vraiment le concept qu'on avait à l'IFSA, ça s'était complètement éloigné de la pratique réelle des patineurs, en fait. Et c'est pour ça que, en voyant le battle, il dit, mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, c'est que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des runs de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, t'es fatigué, le public il applaudit, et puis c'est l'autre qui passe, puis après tu lui réponds en fait quelque sorte, parce que dès que tu vois la personne qui fait un trick de bien, tu dis je vais faire mieux que lui. Et donc c'était ça un peu sur les spots à l'époque. Et donc je me suis dit c'est ça qu'il faut faire, et donc j'ai tout de suite j'en ai parlé, je me suis dit tiens on va essayer d'organiser juste une compétition où j'en avais même parlé, je pense à l'époque peut-être aux gens de l'IFSA, je sais plus, mais en tout cas tout de suite ça avait été un rejet immédiat. Donc c'était ça aussi, c'est que j'ai retrouvé les premiers, en farfouillant, j'ai retrouvé les premiers messages sur le forum eBride ah oui, c'est ça, j'avais écrit avec Luc et tout, où vous étiez pas d'accord et tout ça, et que et donc moi j'avais écrit peut-être ça, l'idée, j'avais peut-être écrit l'idée du battle sur le forum ou quelque chose comme ça. Et tout de suite c'était rejeté immédiatement. C'était vraiment non c'est de la merde. En gros, ton idée elle est nulle, laisse tomber, ça marchera jamais. Laisse tomber quoi. Et du coup moi ça m'avait un peu. C'était pour des questions de jugement en fait. C'était ça, voilà, c'est ça. C'était du principe que c'était pas que comment tu voulais juger. Oui, parce que voilà, c'était des points à l'époque, donc il y avait un système de points. Ouais. Et du coup, moi, quand j'ai vu le premier concept, donc vraiment, c'était, il y a plus de points. Parce que les points, au final, les gens étaient focalisés sur des points, mais ils oubliaient de faire le classement. Donc, pour moi, tous les résultats de compétition, ils étaient incohérents par rapport à ce qu'on voyait dans la réalité. Et donc, ce que je voulais, c'était vraiment, quand j'avais vu cette compétition, donc à l'ISPO de BMX, je suis resté à regarder. Et je me suis dit, mais vraiment, là,
le public, il voit vraiment ce qui se passe. Le rider qui fait la meilleure performance, c'est vraiment lui qui gagne. Et donc, alors que à l'époque, à chaque fois, on voyait les choses et tout le monde comprenait. Personne ne comprenait. Enfin, personne. Nous, de notre côté, il y a beaucoup de gens ne comprenaient pas les résultats. On comprenait jamais les résultats. Si t'étais public, la personne que t'allais applaudir, c'était certainement pas celle qui allait gagner. Exactement. Et du coup, c'était pas. Et du coup, moi, comme j'avais un peu exposé ça, on me disait ouais, mais non, c'est à l'applaudimètre, ça marche pas à l'applaudimètre. Non. Et moi, j'ai jamais voulu faire un concept à l'applaudimètre. C'était justement où on n'écrivait plus les points, ou le concept d'écrire les figures. Donc on n'écrit plus les points, on écrit les figures au lieu de marquer des points et on les compare. Et donc le gars qui fait 3 plots et l'autre qui en fait 5, et ben c'est celui qui en fait 5, bien sûr, avec la même qualité d'exécution, qui passe au-dessus de l'autre. Et donc l'autre après il en fait 7, et puis 8, et puis 8 plots, etc. Et du coup c'est comme ça que moi j'ai vu que c'était un rejet, donc je me suis quand même dit c'est pas grave. De toute façon, à l'époque, je voyageais moi sur les compétitions et j'ai proposé la première fois que j'ai testé le concept, c'était en Chine. Justement, il y avait et j'ai dit allez-y, on organise un petit truc là, je vais vous montrer quelque chose, allez-y, on va le faire, etc. Donc j'avais vu la première fois que j'ai testé vraiment ce concept, c'était en Chine, c'est avec les riders chinois, il y avait des Coréens, c'était pendant une compétition, je sais plus laquelle exactement. Et à un moment donné, à une réunion du soir où on était sur les spots à rouler ensemble, il y avait je leur avais proposé de faire ce jeu, quoi. Et là, j'ai vu vraiment que ça fonctionnait, quoi. Et donc, résultat, quand je suis revenu, j'ai décidé de l'organiser à Paris. Donc, on avait fait la PSWC à l'époque, on travaillait avec les skateboarders, etc. Et encore une fois, j'avais demandé donc de soutien de la fédération, etc. Et à l'époque, on m'avait rejeté tout simplement parce que c'était donc je me suis dit c'est pas grave, je le fais tout seul, on le fait. J'avais appelé Serge Rodriguez justement qui est venu juger. Il y avait Roy qui était venu juger. À l'époque, on avait un concept avec 5 juges. Et c'était 5 juges qui jugeaient à la fin et on devait délibérer. C'était vraiment l'histoire de délibérer ensemble pour délire le meilleur rider. Et le concept, c'est vrai que la tout première essai, c'était hyper compliqué parce qu'il y avait 5 personnes qui jugeaient, il fallait discuter, donc ça prenait du temps, etc. Mais quand même, le concept était intéressant. Et donc après, les règlements ont évolué. Et petit à petit, le battle s'était rejeté d'une certaine partie, mais ceux qui avaient participé et ils avaient vraiment aimé. Et du coup, ils sont allés dans leur pays. Ils sont revenus chacun dans leur pays, et ils en ont parlé, et puis ils ont commencé à vouloir organiser, du coup, des battles. Du coup, c'est comme ça que c'est arrivé en Russie. Ils organisaient aussi les Russes des compétitions IFSA, mais ils se sont dit aussi, on va aussi organiser une compétition autre avec le battle. Donc c'était le début des battles, et finalement, c'est un concept qui a vraiment plu et qui s'est développé rapidement partout, puisque c'était vraiment très facile d'accès. Tout le monde pouvait participer. Il suffit de venir. On n'avait pas besoin de préparer un run, de préparer de musique, de préparer quoi que ce soit. Il y avait un DJ qui passait de la musique. Tu faisais tes figures. T'as l'autre qui te répondait. Tu repassais. Et puis à la fin, on disait, les juges ont délibéré. Celui qui passe au tour suivant, c'est l'autre. C'était plus un système de tournoi plutôt qu'un système de comme l'artistique où voilà, t'avais une note. Donc aujourd'hui, c'est voilà. Et donc c'est comme ça que il y a une scission vraiment entre 2 circuits. Donc notre circuit, il a commencé à se développer d'un côté. L'autre circuit, il restait vraiment linéaire. Il y avait toujours le même nombre de compétitions. C'était limité aussi au niveau du nombre de compétitions. Et moi, mon idée, c'était d'inclure tout le monde. C'est que du tout petit événement aux grands événements, tout le monde pouvait participer sur le circuit, quoi. C'est le souvenir que j'avais, en fait. Et donc, il n'y a pas de rejet, c'est ça. C'est que moi, comme c'est vrai qu'on m'avait pas mal rejeté, autant bien à l'époque dans inline que quand j'étais en inline, quand j'ai commencé à donner des idées, même au niveau des compétitions, des concepts de patins sur les innovations. Et on m'a toujours dit non, mais à chaque fois je l'ai fait et ça a toujours fonctionné. Donc je me suis dit, c'est pas grave, moi, je pense que c'est ça qui va marcher, donc je le fais. Et c'est comme ça que petit à petit, le fait d'accepter tout le monde, ça a aussi beaucoup plu à tout le monde parce qu'ils se sentaient pas rejetés c'était pas élitiste. Et du coup, c'est comme ça que ça a plu vraiment au plus grand nombre. La force que vous aviez à l'époque, c'est qu'effectivement, là où l'IFSA avait un nombre de dates qui était relativement restreint, la WSSA, très très vite, a eu des déclinaisons nationales partout à travers le monde.
Les Argentinian Slalom Series, les German Slalom Series, Ouais. enfin chaque Oui, pays avait ça. parce que tous les riders, ils aimaient bien ça, donc ils avaient envie de créer leur propre circuit. Et du coup, c'est aussi qu'on voudrait vraiment accepter tout le monde, parce que quand moi j'étais vraiment fan de sport, ATP, je voyais le tennis, surtout et aussi comme j'ai commencé, je faisais du skateboard slalom, ils avaient le même concept en fait de World Ranking. Il existait déjà en skateboard slalom. Donc c'était à l'époque donc j'ai rencontré les gens donc quand j'étais dans l'association Riders justement pour organiser la Paris Slalom World Cup. À la base, donc quand il y a eu cet événement, moi je faisais partie de l'asso pour du roller et non pour du skateboard. Et à un moment donné, quand il y a eu cette idée de créer l'événement, ils disent nous on pourrait faire un contest de slalom en haut parce que la partie plate n'était pas utilisée. Et eux, ils étaient dans la descente du Trocadéro, et donc résultat, je me suis inclus dans l'association pour organiser la compétition de slalom en haut du Trocadéro. Et donc à force de discuter avec les différentes personnes du slalom, donc moi je participais aussi parfois aux petites compétitions de slalom qu'il pouvait y avoir. Et c'était ce concept-là, du coup, que j'ai adapté au roller. C'était à l'époque, ils s'appelaient les ISS. Pas ISS, c'était en tout cas les skateboard slalom series ou quelque chose comme ça, ou slalom skateboard international slalom skateboard, quelque chose comme ça. D'ailleurs ça existe encore. Et du coup j'ai vu que c'était une super idée, parce qu'ils incluaient justement avec des niveaux de compétition, 1 étoile, 2 étoiles, c'était 1 cône, 2 cônes, 3 cônes. Donc j'ai vraiment fait une adaptation de ça au slalom, parce que pour moi ça s'adaptait tout à fait, etc. Et donc à partir de là, j'ai pris mes fichiers Excel, j'ai commencé à faire un test, du coup pour être objectif, du coup j'ai pris toutes les compétitions IFSA, j'avais pris toutes les compétitions qu'on organisait, et j'ai sorti mon premier World Ranking, du coup comme ça sur eBrite d'ailleurs, j'ai dit regardez, allez-y, voici le World Ranking, ça devait être en 2007 ou quelque chose comme ça. Donc le numéro 1 mondial, ça serait lui. J'ai présenté, j'avais fait donc le système de points, j'avais calqué le système de points du skate au roller, j'avais j'avais considéré avec les mêmes critères quelle compétition qui valait plus de points que d'autres. Donc les compétitions IFSA à l'époque, comme c'était des compétitions internationales, elles avaient toujours une place, plus de poids, mais pas forcément, parce qu'on avait mis aussi la Paris Slalom World Cup, parce qu'il y avait aussi les internationaux. J'avais vraiment considéré tout ça d'une façon objective, pour dire voilà, là il y a ci, il y a ça, c'est des riders différents, parce que parfois déjà il y avait un peu une scission. Il y en a beaucoup qui voulaient pas participer parce que c'était des battles, etc. Et qu'il y avait toute un peu une pression pour pas participer à ça. Et d'autre côté, les autres qui se trouvaient ça injuste, du coup, qui venaient pas participer à l'IFSA parce que ça leur plaisait pas. Il y en a d'autres, par exemple comme Igor, qui faisait les deux. Et donc, quand j'ai sorti ce ranking, ça a été la bronca totale justement du réseau. Tout le monde, l'IFSA. Non, mais ça vaut rien dire, c'est nul, ça vaut pas le coup, voilà, c'était vraiment encore une fois un rejet, quoi. Donc à ce moment-là, l'association, c'est une association là, les World Slalom Series. Alors du coup voilà, quand on a commencé c'était en 2006, donc on a créé ça en 2006, donc juste avant, donc c'était tout en même temps à peu près. Et donc au moment où rejet, etc., encore incompréhension mutuelle entre les différentes personnes, donc les autres Français et du coup moi avec les autres du coup des internationaux. Il y avait des internationaux un peu des deux côtés, mais et du coup j'ai appelé un peu mes contacts, j'ai dit venez, est-ce que vous voulez faire partie du circuit World Slalom Series? Qui constitue la WSSA? Donc à la base on a commencé ça s'est créé un peu en Corée, donc moi j'ai exposé le concept aux Asiatiques. Et donc du coup on s'est dit on s'est retrouvé même en Chine, en Corée, à l'époque il y avait des compétitions dans les deux pays, donc on allait d'un pays à l'autre pour participer. Et donc on avait fait une réunion pour la création, ça s'appelait à la base. Donc comme en Europe c'était un peu tendu avec les IFSA, on voulait pas piquer les événements des autres, etc. Du coup on a commencé par l'Asie en disant Asian Slalom Series, ça s'appelait la ASA. Et donc c'était une des personnes qui était donc à l'époque à Songbei, s'appelait, tu avais dû le connaître aussi. Qui organisait des compétitions, qui était en relation avec les différents clubs, etc. Du coup, on avait dit, voilà, sera toi le président, et puis on avait fait un groupe de personnes,
à l'époque pour pouvoir dire c'est Asian Slalom Series. Et puis ça s'est transformé quasiment immédiatement en World Slalom Series. Parce que en Asie, il y avait pas trop donc c'est vrai qu'il y avait pas de lien entre les compétitions. Et là, ça leur a plu aussi. Donc donc voilà, ça s'est créé comme ça. Et puis après, petit à petit, ça s'est organisé tout de suite en World Slalom Series. Et on a commencé à recruter un peu tous les organisateurs qui organisaient des choses de façon indépendante. Et même ceux qui étaient un peu déçus de l'IFSA, parce il y en a beaucoup qui se retrouvaient un peu rejetés parce que leur compétition était trop petite. Leur compétition était pas assez bien organisée pour pouvoir faire partie du circuit. Donc du coup, ils se retrouvaient à avoir des compétitions qui faisaient partie d'aucun circuit. Et donc nous, on ouvrait la porte à tout le monde. Nous. Donc du coup, résultat, c'est comme ça que les gens petit à petit commençaient à venir. Et c'est vrai qu'à la base, nous, ce qui nous a aidé aussi, c'est le fait d'avoir un peu un financement grâce aux ventes de rollers. Puisque moi, à la base, comme j'étais pas du tout en mode commercial ou quoi que ce soit, pour moi, le concept de créer l'univers skate, je dis ok, c'est bien, ça va pouvoir financer le circuit. Donc on va créer une marque, on va vendre des patins pour financer la compétition. Donc ça finançait le team, ça finançait aussi l'organisation de certains événements, ça nous finançait nous le fait de pouvoir se déplacer à certains endroits pour développer le circuit. Et c'est comme ça qu'on a construit à la base. Moi j'avais vraiment aucune notion vraiment commerciale, j'avais vraiment l'envie de plutôt développer le sport. En fait, ma priorité, ça a toujours été, ça n'a jamais été de gagner de l'argent, ça a toujours été d'utiliser l'argent pour le. Voilà, c'est ça. Donc c'était c'est vrai que on avait beaucoup vu les marques. En effet, moi ça m'avait un peu choqué de voir que en travaillant avec les différentes marques, qu'ils amassaient beaucoup de fonds, mais qu'ils les redistribuaient pas au sport. Que tu me tenais à l'époque, je me souviens, c'est ça. Parce que c'était pas des patineurs. Oui, c'était pas des patineurs, donc du coup, l'argent du roller, en gros, il allait au ski, il allait je sais pas à quoi d'autre, à d'autres choses, ou dans leur propre, à un moment donné, moi j'avais vu une des personnes qui avait une voiture de luxe, et du coup, je me dis, mais donc avec l'argent qu'il faisait grâce au roller, c'était encore à l'époque d'avant, hein, donc moi j'étais un peu naïf aussi, etc. Donc je dis, mais il a pu se payer cette voiture-là, donc s'il avait donné ne serait-ce que 10% de ce qu'il avait gagné, reversé un peu au circuit, c'était vraiment une époque où on était au plus bas, hein, vraiment, mais les gens ils continuaient vraiment à gagner quand même de l'argent, et donc c'est un peu aussi le fait de dire tiens, nous l'argent qu'on va gagner, on va le reverser dans le roller, parce que c'est le roller qui nous a tout donné, donc on va redonner tout ce qu'on a gagné, on le redonne au roller. Et c'est comme ça qu'on a eu aussi l'avantage que d'un côté tu avais quand même une association qui avait des difficultés financières aussi, qui devait faire payer des droits il fallait payer des droits à l'époque pour participer à l'IFSA, et nous c'était gratuit aussi. C'est-à-dire que on demandait rien, on disait tu organises ta compète, déjà ça coûte assez cher d'organiser une compétition, on va pas en plus te demander de payer. On avait vraiment ce concept-là de pas du tout, on avait aucun rapport à l'argent, vraiment c'était vraiment ouvert, tu veux venir, tu participes, tu organises ta compète, c'est bien, tu viens, tu fais partie du circuit, on ne te demande pas un sou. Et du coup, nous, entre guillemets, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on donnait des lots, on s'engageait, du coup, j'ai pas de sponsor, c'est pas grave, je te donne des patins, des roues, des trucs, comme ça tu peux les donner aux différents, aux gagnants, quoi. Et donc c'est tout comme ça a amené aussi à la popularisation de la marque Seba. Voilà aussi, parce que du coup, entre Univers Skate, donc comme il y avait plusieurs marques, on a décidé de regrouper tout sous la marque Seba. Et donc la marque, donc du coup moi à ce moment-là, j'avais donc donc j'ai mis mon nom dans le au lieu que ce soit mon pro modèle. À la base c'était le Seba High, et du coup c'est devenu la marque Seba pour pouvoir regrouper un peu tout le monde sous une même marque. Et voilà, c'est comme ça aussi que du coup la marque Seba est arrivée. On a commencé, donc au début on faisait Univers Skate, mais moi je me retrouvais dans d'autres pays à reporter une marque différente, parce que je représentais la même patin mais pour une autre marque. Donc il y avait peut-être 4 marques différentes, donc j'allais à chaque fois dans 4 pays. Je me retrouvais avec des vidéos avec
avec un côté, à un moment donné, j'avais un t-shirt d'une marque, à un moment donné, j'avais Universket, un autre, quand j'allais mais Internet, ça commençait à plus être, il y avait plus de frontières. Donc finalement, il y avait vraiment une incohérence, et donc c'est pour ça que j'en ai vraiment parlé. J'ai insisté auprès de mes partenaires de l'époque, pour qu'on crée une seule marque, et que du coup cette marque soit la marque mondiale de nos produits. Et donc là, Séba, ça marche bien. Du coup, on le met partout sur les compétitions. Voilà. Et du coup, ça fait, évidemment, ça fait de la communication. Ça fait que beaucoup de slalomeurs, ils considèrent ça comme la marque qui les représente. Et donc, résultat, on a aussi, comme les patins étaient bons et toujours, il y avait vraiment une différence au niveau de la pratique. Les gens ont continué à les acheter et puis Donc là, c'est un peu l'expansion de la marque. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que dans les personnes avec qui vous travaillez, que tu as chez Universket, c'est aussi des patineurs. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui est quand même assez intéressant aussi. Ouais, c'est que nous, dès le début, en gros, on a recruté un peu dans le team, c'est-à-dire qu'on commençait à recruter des équipes pour porter les patins, pour faire des résultats, etc. Moi-même, donc j'étais le premier, donc en gros sponsorisé par moi-même. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait des petits jeunes quand même qui progressaient, qui montaient du coup je me suis dit on va les sponsoriser aussi, quoi. Comme ça on va être plus de monde. Donc c'est comme ça qu'on a sponsorisé Igor. Quand on a commencé, du coup on a recruté Chloé, comment Olivier Herrero. Ouais. Voilà, il y a eu on a commencé à constituer une équipe. Après il y a eu Swan, après il y a eu vraiment une équipe qui s'est créée. Et avec vraiment toujours l'idée d'être libre, de partir triper sur les compétitions. Il y avait pas, on partait vraiment sur les compétitions comme ça, quoi. Bon, je payais le billet, mais à part ça, on était plutôt une bande de potes qui allait se promener, qui allait faire des compétitions, s'amuser, gagner. Et puis après, voilà, il y avait pas de compétition entre nous, quoi. Et donc du coup Et là, t'as commencé à partir de quel moment t'as commencé à étoffer l'équipe? Enfin, à partir de quel moment tu passes de j'ai les paires dans mon salon, voilà, donc dans de contact, voilà. Donc du coup au début, comme moi, j'avais pas prévu de faire la distribution. Donc j'ai commencé à faire la distribution avec ma propre marque, mes propres patins, et du coup j'ai proposé à l'usine donc qui fabriquait, enfin mes associés à l'époque, des noms. Donc tiens, il y a dans tel pays c'est des riders, donc c'est telle personne ou tel shop. Donc à la base on utilisait toujours des patineurs pour distribuer, ou des gens qui organisent des compétitions pour pouvoir commencer une distribution sur place. Donc c'est par rapport à mes contacts que le réseau il s'est développé. Donc il y a une partie qui s'est développée en Asie avec les contacts des gens avec qui je travaillais, et l'autre partie donc Europe, parce qu'à l'époque vraiment le slalom c'était Europe et Asie. Vraiment on parlait pas du tout d'Amérique, où ils n'existaient pas encore sur la carte du slalom. Et donc on a vraiment développé ça en tant que rider, et du coup on a recruté, c'est comme ça aussi qu'on a recruté dans l'entreprise Igor, qui est venu travailler avec nous dans le moment, parce que c'était un peu naturel. Donc on a vraiment toujours essayé de recruter que des patineurs. Donc aujourd'hui je crois qu'il y a peut-être 99% tout le monde sait faire du roller, en tout cas dans l'entreprise. Vous êtes combien actuellement? Ça dépend, donc on a plusieurs filiales un peu, mais en gros on est entre 15 et 20 personnes, donc c'est vraiment petit quand même. Et donc là on est au niveau de là on voit bien la marque Séba, et à un moment vous introduisez la marque FR. Ouais. Alors du coup là ça a duré pendant pas mal d'années, donc on a développé toujours des nouveaux produits, on a lancé des marques, donc le deuxième patin qui est sorti après le Séba, c'était justement le FR. Donc le FR, donc pareil, le logo, donc j'ai créé le logo, etc. FR. Donc il y avait quelques idées qui venaient, mais moi donc j'avais pris je m'étais inspiré des idées qu'on avait pu me donner pour justement ce logo de patin, et je l'avais modifié pour qu'il se transforme en le logo FR actuel.
Et donc résultat, donc ce patin-là, c'est devenu un patin vraiment iconique aussi sur le marché. Moi, au début, vraiment, le Sebae, c'était un patin qui plaisait à une certaine partie des gens, qui plaisait pas à tout le monde parce qu'il était vraiment hyper rigide, très serré. Et donc il y avait beaucoup à l'époque de gens qui pouvaient pas le supporter parce qu'il fallait vraiment le faire au pied pour qu'il puisse, au tout début en tout cas, pour qu'il puisse. Alors que le FR, tout de suite, il était confortable. Enfin pour les standards de l'époque en tout cas. Et donc du coup tout de suite c'est ce patin-là qui a fonctionné le plus. Donc au fil des années, mon associé avec qui donc on avait des accords sur les marques, etc. Il a eu une crise cardiaque et il a une longue maladie suite à ça. Il est décédé au bout on parle de 2013. Et du coup suite à ça, ses héritiers ils ont pas voulu respecter les accords qu'on avait en fait. Donc c'est parti de là, c'est-à-dire qu'il y a eu un désaccord, un problème de marque. Du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir des gens en face de moi qui me disaient non, en fait, tout ça c'est à nous. Toi t'as rien fait, c'est nous qui avons tout créé, toi t'as rien fait. Donc ils me soutenaient un discours alors que je savais tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais créé, toutes les innovations qu'on avait fait qui venaient de moi, ou après de nous, de l'équipe qu'on avait avec Greg, etc. Et au final, on se retrouvait avec des gens qui reniaient tout ce qu'on avait et qui essayaient justement de récupérer tout. Donc en gros de tout récupérer, tout ce qu'on avait créé. Donc résultat, je me suis pas laissé faire. Comme j'ai toujours été compétiteur aussi bien en roller que dans tout. J'aime bien gagner, j'ai toujours bien aimé gagner, en tout cas participer, et pas me laisser faire, et toujours. Et donc c'était hors de question que je me laisse faire. Donc du coup on avait quand même l'entreprise qui s'était quand même pas mal développée. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné il y a eu un peu un trou d'air, c'est-à-dire qu'on a tout l'argent qu'on pouvait avoir mis de côté, qu'on avait, on l'a remis dans l'action en justice. Et donc résultat, moi j'ai beaucoup travaillé pour prouver pour donner les preuves. Donc il y avait des milliers de mails, des milliers de documents, des vidéos, tout ça qui prouvaient que c'était bien, les choses venaient bien de moi, quoi. Et donc résultat, pendant ce temps-là, quand on commence une action, j'étais allé voir des avocats qui m'avaient dit non, c'est impossible, laissez tomber, il faut arrêter, vous avez aucune chance. Mais moi je savais ce que j'avais fait, donc je savais qu'il y avait des accords et que les accords devaient être respectés. Oui, mais ça vous coûtera trop cher, etc. Donc du coup, finalement j'ai trouvé quelqu'un, un cabinet qui a bien voulu faire me soutenir, m'accompagner pour réaliser l'action. Donc l'action elle s'est réalisée vraiment en international. Donc c'est ça qui était compliqué, c'est que moi je suis en France et à côté on a une action qui doit se faire en Chine, à Hong Kong, dans des pays qui sont pas forcément faciles pour un étranger de avoir des droits là-bas. Exactement. Voilà. Et donc résultat, moi je me suis pas laissé faire, donc j'ai vraiment travaillé beaucoup pour redonner tous les éléments, etc. Et quand on a commencé, avant de commencer, on a sécurisé, on va dire, nos marques. Donc on s'est dit, on sait quand on commence, on sait pas quand ça finit. Et donc du coup, ce qu'on avait, ce qui a fait, c'est que les marques qu'on avait et les innovations qu'on avait fait, on les a redéposées du coup de notre côté. On les a déposées de notre côté parce qu'à la base beaucoup n'étaient pas déposés. Donc on les a déposées de notre côté et on est parti sur la marque FR pour pouvoir assurer la continuité, disons, des innovations, parce qu'on a toujours des idées, on a toujours plein d'idées, et puis d'un coup, si on donne des idées pour une marque qui à la fin, parce qu'il y avait un gros risque qu'on perde tout. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé la marque FR pour pouvoir continuer à travailler, faire nos innovations en indépendance par rapport aux personnes avec qui on travaillait avant. Combien de brevets vous avez déposés, que ce soit moi personnellement, j'ai quasiment aucun brevet d'ailleurs à mon nom, parce que tout ce que j'avais déposé, justement, ça faisait partie. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que tout ce que j'avais inventé, et finalement, c'est d'autres personnes qui le déposaient avec leur nom, et dont mon associé à l'époque, qui est décédé, il l'avait fait aussi à son nom, mais c'était pas forcément en mal. Hein, c'était moi, de toute façon, j'avais vraiment, ce qui m'intéressait, c'est pas d'avoir mon nom sur un brevet.
C'est vraiment d'avoir le produit fait, performant et qui fonctionne et qu'on puisse l'utiliser, que le grand nombre l'utilise. Et tu sais du coup combien il y en a qui ont été déposés? Il y a peut-être moins d'une dizaine quand même. Il y en a peut-être 5, peut-être 5, 6, 7. Donc il y en a eu pas mal qui ont été. Mais comme de toute façon, tous ces brevets-là, même si c'était déposé par d'autres, que j'ai la preuve que c'est moi qui les ai inventés. Et donc du coup, j'avais le droit de les utiliser aussi. Parce que Tu peux faire valoir ton antériorité. Exactement, voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi du plan quelque part, c'est de pouvoir d'être sûr, donc s'assurer qu'on puisse utiliser nos innovations, parce que les frais que les brevets déposés par d'autres, après si on peut les utiliser, c'est compliqué. Du coup, repartir, parce que quand on est jeune, quand on commence, c'est vrai que ça c'est un conseil qu'on peut donner peut-être à ceux qui voudraient se lancer, c'est de penser déjà à tout ça au début, parce qu'on n'y pense pas, on veut lancer les choses, et puis au bout d'un moment, on a des partenaires qui, on se rend pas compte qu'à la fin, ils peuvent nous et de bien s'entourer, doubler, de bien s'entourer, de bien parler avec d'autres gens qui ont fait ça, voilà, etc. C'est ça, pour, exactement. Pour pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites, quoi. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir, déjà de déposer ses marques quand on commence, et puis après de voir. Mais c'est vrai que ça a un coût quand même assez important. Ouais, donc c'est très difficile. Déposer une marque, c'est très très cher aujourd'hui. Ouais, c'est les marques, du coup, les brevets, etc. On s'est dit, on peut pas commencer. Quand on commence avec zéro, comme moi j'ai commencé, j'aurais pas pu le faire. Donc c'est vrai que quelque part c'était mais c'est une première étape, et à la fin, au bout d'un moment, quand ça commence à fonctionner, là c'est là qu'il faut passer à ce type de protection pour être sûr qu'on se fasse pas arnaquer, on va dire, à la fin. Et la procédure est toujours en cours aujourd'hui? Du coup, nous on a développé donc FR Scans, donc on est parti avec, donc du coup on a repris donc nos idées, on a continué à faire évoluer donc les différents, on a utilisé ce qu'on avait déjà inventé avant pour pouvoir créer notre marque. Et entre-temps, on a trouvé donc un accord. Et du coup, nous on continue à travailler sur ces bars, etc. Même si c'est pas à nous, ou si on est impliqué quand même dans la marque. On a des accords où on collabore vraiment. Donc il y a eu avec les différentes personnes maintenant qui sont impliquées dedans. Et de l'autre côté, on est libre de faire ce qu'on veut avec notre marque FR Scans. Donc du coup, ça fait qu'on garde quand même les deux. Donc les deux marques continuent à exister. Nous, il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où les choses on a trouvé un accord, il n'y a pas de raison qu'on arrête Seba. Donc surtout en tant que distributeur, et aussi en tant que, donc on continue à développer des produits et à faire avancer certains produits. Mais c'est bien séparé de la marque FR, qui est la marque FR. Maintenant, on est à 100% indépendant sur nos décisions et sur les investissements qu'on veut faire pour les différentes nouveautés, quoi. Donc c'est ça, c'est que c'est deux choses vraiment différentes, et on arrive à travailler les deux en même temps, en parallèle. Donc il y a plus aujourd'hui, il y a plus de soucis du tout entre les deux. Donc ça s'est résolu à peu près en 2018. Donc ça fait pas si longtemps, et depuis, on continue du coup à innover, et puis à continuer à travailler sur les différentes marques, aussi bien en tant que distributeur qu'en tant que développeur. Donc c'est toujours eux qui produisent vos patins? C'est un peu différent, parce que du coup nous on a décidé aussi, parce que au début c'est vrai qu'on était beaucoup sur un seul fournisseur, donc on travaillait avec plutôt une grosse structure, et donc ça nous a fait quand même prendre conscience que c'était bien d'avoir différents fournisseurs. Donc aujourd'hui on a vraiment, ça nous a permis aussi de travailler avec d'autres fournisseurs, de multiplier le nombre de fournisseurs pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Si on veut faire une nouvelle platine, on l'a fait. Si on veut faire, et s'il y a un problème d'un fournisseur, on peut utiliser un autre. Donc c'est aussi ça qui fait que quand on a un problème avec nous, quand on a eu le problème, on aurait pu arrêter complètement finalement, puisque si on n'avait pas eu le stock pour survivre, etc., on aurait pu peut-être arrêter. Mais finalement, donc le cas s'est pas posé, mais parce qu'on est tout de suite passé à un modèle différent. Donc là, vous avez passé, Greg et toi, beaucoup de temps en Chine.
Enfin, vous passez de manière générale. Oui, donc moi déjà, il n'y a pas que la Chine. Donc nous, on travaille. C'est vrai que si on voulait fabriquer en France, aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout simplement, il n'y a pas de fabricant de rollers. Il n'y a pas d'usine qui puisse, ou voir en Europe, c'est quasiment impossible. Nous, on n'avait pas les contacts non plus, de toute façon. Et au niveau des quantités, on va dire que c'est beaucoup plus flexible. La culture peut-être un peu différente. Ici, pour démarrer, il faut, je sais pas, 1 million, 2 millions d'euros peut-être. Alors que quand on peut commencer avec beaucoup moins en travaillant avec d'autres pays. Donc c'est ça un peu peut-être qu'il faut aussi réfléchir à l'avenir. Nous, c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir avoir aussi des productions en Europe. Mais aujourd'hui, c'est l'Asie qui a vraiment le plus au niveau, aussi bien au niveau qualité qu'au niveau simple, flexibilité. C'est ça qui nous a fait aussi continuer à travailler sur les différents fournisseurs en Asie. Donc on en a en Chine, on peut en avoir en Corée, on en a même maintenant aux États-Unis. On a certains produits qui reviennent fabriqués en France, des petites pièces. On peut avoir on a vraiment différents fournisseurs, différents pays et suivant les produits qu'on va faire, on va utiliser celui-ci ou celui-là, suivant la qualité qu'on veut, le prix qu'on veut mettre sur le marché, etc. Ma dernière question, j'allais dire, c'était plutôt, deux questions, c'est plutôt c'est quoi l'avenir pour vous, et puis aussi comment tu vois l'avenir du roller de manière générale. L'avenir du roller, là, c'est vrai que on a eu un peu, ça avait tendance pour nous à stagner. Bon, nous, on a toujours été dans des produits un peu spéciaux, donc on a toujours augmenté, on a toujours été en évolution. Donc depuis qu'on a commencé, on n'a jamais arrêté de monter finalement. Donc c'est sûr qu'on a eu le problème de marque, du coup on a eu un peu un creux, mais ça nous a permis de relancer des investissements sur d'autres choses et du coup de pouvoir remonter. Et du coup on a déjà dépassé le niveau qu'on avait avant les soucis. Donc pour nous ça continue de monter. Donc pour l'avenir, c'est vrai qu'on est encore très peu représenté du coup au niveau si on compare à Rollerblade ou à d'autres marques K2, etc. ou qui sont des acteurs historiques, on va dire du milieu, qui ont commencé 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou avant nous. Et du coup, on continue à évoluer, alors qu'il y en a quand d'autres peut-être ont tendance plutôt à stagner, voire à diminuer. Nous, on est toujours dans une progression assez stable. Aussi la crise du Covid là nous a aussi permis, du coup, on a tous vu que les gens n'avaient plus la possibilité de faire du sport en intérieur, et du coup les sports d'extérieur comme le roller ont vraiment été favorisés par la crise, et donc nous ça nous a permis aussi d'atteindre le palier qu'on avait avant et de pouvoir travailler de façon sereine, etc. Donc après là, ce qu'il faut voir, c'est l'évolution, parce que est-ce que c'est seulement d'un coup un effet de mode, on va dire, ou un effet de contrainte, de maladie qui fait que les gens du coup ont eu besoin d'utiliser des sports et de faire des sports extérieurs. Est-ce qu'ils vont continuer à pratiquer? C'est ça aussi la question. Mais nous, on pense que les gens vont continuer donc à pratiquer, au moins ceux qui s'y sont mis, parce que c'est vrai que toujours quand on fait du roller, quand on a des bons produits, on progresse plus vite, on prend du plaisir. Et donc pour moi, je vois plutôt ça de manière positive, comme un développement, et qui va continuer à avancer. Plus les histoires de pollution, etc. Donc les gens prennent de moins en moins leur voiture. Le roller, c'est vrai que c'est un transport alternatif vraiment adapté au déplacement au cours de la maison au travail. Et en plus, c'est pas uniquement les rollers qu'on a, ça va pas être uniquement pour se déplacer, ça va être aussi pour s'amuser à côté. Donc le week-end, on peut s'amuser à faire des pratiques de roller avec les mêmes rollers qu'on utilise pour aller travailler ou autre chose. Donc c'est ça la différence peut-être avec le vélo,
où le vélo, ça sera vraiment que du linéaire, de la circulation, alors que le roller, on est vraiment sur une pratique qui va au-delà du simple déplacement. Cet aspect ludique. Voilà. Après, le Covid nous a montré quelque chose aussi, c'est que finalement, il a bien boosté le quad. Le quad est bien revenu, en particulier dans le public féminin. Et est-ce que vous auriez les velléités, l'envie de repartir, faire du quad à un moment ou à un autre? Bah, nous, en fait, on voit pas ça. Pour nous, c'est pas le Covid qui a redynamisé le quad. C'est vraiment, donc, il y a eu plusieurs effets. Il y a donc le roller derby qui a vraiment relancé. Il y a eu des séries américaines ou espagnoles ou voilà, qui ont Bliss et 2009. Voilà, donc il y a eu ça qui a créé du coup une sorte d'effet de mode, et donc combiné avec le roller derby plus ça qui était vraiment une série il y avait une série populaire, il y en avait peut-être eu une ou deux autres où le roller a commencé, le quad notamment, aussi, ouais. À être vraiment mis en avant au niveau des médias. Et bien du coup ça a permis vraiment à ça de se développer vraiment beaucoup plus pour moi que la pandémie. Et vraiment, ça, c'était le Covid, ça a été entre guillemets un plus pour le développement parce que les gens ont commencé à se mettre, mais c'était dû en amont à cette communication qu'il y avait sur les nouvelles pratiques, notamment le derby et aussi le retour de la roller disco. Ouais, c'est ça, après, exactement. Qui a suivi le derby en fait finalement. Ouais, exactement. Donc la deuxième chose, c'est la roller dance. Du coup, il y a eu la roller dance en même temps. Qui a commencé à du coup être aussi sur le devant de la scène parce que à partir du moment où les gens faisaient du derby, il y avait aussi il y avait pas que le derby, il y avait aussi du coup la danse qui était aussi mise en avant parce que parfois le derby c'est un peu vu comme un sport violent alors que la danse c'est vraiment beaucoup plus pacifique, on va dire. Et du coup, ça a il y a plus de gens qui sont mis aussi sur la danse et sur le derby d'un côté, donc ça avait vraiment créé, ça a touché un peu tout le monde. Le résultat, pour moi, c'est ce qui a fait vraiment le boom du quad, et notamment il y a eu des figures, des figures pas de roller, mais des personnalités, on va dire, qui ont été mises en avant dans des défilés de mode, qui ont commencé à avoir vraiment avec les nouveaux réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, etc., qui ont été vraiment tout de suite, qui ont boosté la notoriété, et du coup il y a beaucoup de followers, donc et c'est des gens aussi, que ce soit les danseurs ou d'autres issus du derby, mais qui ont aussi commencé à refaire de la rampe des filles, donc du coup c'est vache, très très féminin. Le parc féminin qui se développe. Exactement. Avec Boxy notamment. Voilà. Et du coup tous ceux-là qui ont en plus voulu vraiment pousser le sport de façon aussi un peu indépendante, en faisant leur propre blog, leur propre chose, ça a permis vraiment que ça se démocratise beaucoup plus. Donc pour revenir à la question, nous donc avant la pandémie, donc on a fait du quad. Grégoire était donc plus quad que moi. Moi j'en ai fait un petit peu donc au tout début, donc oui, on a toujours voulu refaire à un moment donné se remettre un petit peu dedans, on a des idées pour développer ça. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de choses en cours, donc on a un peu des projets à ce sujet-là, mais pour l'instant, on s'est vraiment focalisé plus sur le inline. Juste fait des roues, quoi. Et voilà, donc on a développé la marque Luminous. Donc la marque Luminous, c'est donc à la base c'était c'est des roues donc lumineuses. Donc c'est un concept qui existe depuis on va dire les années 90, 80, peut-être même avant. Dans les années 50, 60. Ah voilà, donc c'était moi depuis toujours qu'on a fait du roller, j'ai quasiment toujours vu des roues lumineuses. Mais ça a jamais eu vraiment une bonne image, parce que nous, pour en avoir testé, un peu pourri, les roues étaient vraiment années 70, 80, c'était inroulable, quoi. C'était inroulable, et puis la luminosité était très faible. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution de la technologie LED, notamment toutes les maisons ont évolué, etc. Du coup, nous, on a eu l'opportunité à ce moment-là de créer nos roues. Et notamment, on a lancé une gamme quad Luminous avec des idées différentes un peu des autres. Donc avec une roue qui roule bien, avec vraiment, on a apporté nos... C'est vrai qu'on arrive sur des produits qui sont vraiment efficaces maintenant. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que nous, on a un peu apporté, c'est qu'à la base, les roues Luminous, les roues lumineuses
étaient vraiment de mauvaise qualité, et nous on a décidé d'en faire des bonnes roues. Et voilà, donc c'est ce qui manque aussi. C'est un peu le même concept qu'au début, c'est qu'on avait des patins qui étaient pas adaptés. On a décidé de faire des patins adaptés, et les roues qu'on avait là, on a décidé de les adapter à nos pratiques. Et c'est ce qui a fait aussi que le succès de notre marque Luminous, et puis que maintenant les roues lumineuses ont quasiment plus. Il y a quand même encore certains pays qui sont un peu qui nous regardent un peu comme des extraterrestres, mais au final, quand ils essayent, ils disent mais en fait ça roule. Et en fait, c'est bien. Et en fait, du coup, et résultat, quand les gens nous croisent, ils ont plus peur du roller. Donc du coup, c'est plutôt grâce à ça, nous on a vraiment redéveloppé le concept positif à côté de la roue lumineuse. Et donc la marque Luminous aujourd'hui, et c'est plutôt un succès. Et dans quad, justement, les roues de quad qu'on a développées avec un meilleur roulage, puis la dynamo aussi, qu'on a un peu amélioré, les systèmes de dynamo qui ralentissaient vraiment énormément la roue. On a trouvé le moyen de faire un peu plus rapide en testant, et puis en faisant différents tests, différentes choses, en changeant des toutes petites choses, et qui aboutissent pas à des brevets, mais qui permettent d'arriver à des produits plus performants. Ouais, pour finir, la dernière question rituelle du podcast, c'est est-ce que tu aurais un message à passer? Est-ce que tu as est-ce qu'il y a une tribune libre? Une tribune libre, voilà. C'est un peu c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets. Tribune libre, c'est c'est vrai que nous on est toujours parti du principe de tout essayer, d'essayer toutes les disciplines. Donc vraiment ce qu'on a parlé, la différente l'historique, etc., multidiscipline. Et du coup c'est toujours d'essayer de pousser les gens à tout essayer, quoi. Essayer toutes les différentes pratiques, de pas se fermer dans un domaine ou dans une pratique, essayer un peu de tout pour se rendre compte que finalement on peut tout faire. Il n'y a pas de barrière entre les différentes disciplines, il n'y a pas de barrière. Après c'est la même chose entre les différentes personnes. Donc on arrive à communiquer avec les étrangers, même si on n'a pas la même langue, c'est la même langue du roller. Donc on arrive vraiment à avoir cet aspect-là. Et du coup, ce qu'on essaie de nous de promouvoir aussi, c'est que les gens prennent conscience de supporter un peu surtout les marques, et puis qui appartiennent vraiment à des riders qui s'investissent aussi là-dessus. Et c'est comme ça que le sport va se développer. C'est en allant dans les pro shops, en allant vers justement les produits qui ont été un peu développés par des riders, ou de vraiment être sûr que les gens qui sont derrière tout ça, ils vont développer le sport plutôt que juste en profiter. Donc après c'est toujours, il y a toujours des profiteurs, ou on va dire dans tous les domaines, dans tous les sports, l'achat est un acte militant. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment de faire prendre conscience, si ça serait de faire prendre conscience aux gens déjà de changer un peu les mentalités. C'est-à-dire que souvent les gens ont tendance à se dire on va acheter un produit vraiment le moins cher possible pour pouvoir voir si ça nous plaît, mais souvent ils tombent sur des patins qui sont pas forcément bons, et résultat ça va pas leur plaire. Et donc il vaut mieux passer sur des patins tout de suite qui sont déjà qui sont bons, pour pouvoir avoir un patin qui roule, une bonne expérience. Et du coup c'est ça, une bonne expérience pour pouvoir continuer. Et nous c'est un peu là-dessus qu'on se bat, qu'on s'est toujours battu aussi, c'est que d'essayer de faire en sorte d'avoir des bons patins tout de suite, pour essayer de convaincre les gens d'investir sur une paire qui va durer plusieurs années, et sur lesquelles ils vont tout de suite apprendre plus vite, avoir une bonne expérience tout de suite, pour s'amuser, au lieu d'acheter un patin qui va soit se casser au bout de 6 mois, donc ça leur coûtera plus cher, parce qu'au bout d'un moment, s'ils veulent en racheter, ils vont en racheter 2 paires, 3 paires, une paire par an, et au lieu d'en acheter une bonne, et du coup, et en plus ils ont une mauvaise expérience
de pratique. Donc résultat, voilà, on essaye d'un peu de convaincre tous les gens de changer un peu la vision des choses, de dire bon bah voilà, on va essayer de dépenser un petit peu plus avec des marques un peu plus spécialisées pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça, et avoir de plus en plus de gens qui restent dans le roller et qui restent à pratiquer et qui transmettent ça aussi un peu à leurs enfants, etc. Et puis c'est comme ça que le roller pour nous va se développer. C'est-à-dire garder l'argent du roller dans le roller un maximum, c'est ça qui va faire que le roller va continuer à se développer. Voilà. Ça me paraît une bonne conclusion. Ouais. Merci Sébastien. Ouais, on tient à te remercier merci à d'avoir vous. pris autant de temps pour discuter avec nous, se remémorer tous ces souvenirs. Il y en aura encore beaucoup de choses à dire. Ouais, mais je reviendrai vers toi pour une partie un petit peu plus orientée business. Mais voilà, je pense que déjà là, il y a largement matière à faire. Et puis merci, on vous souhaite le meilleur donc, pour la suite. Ouais. Et on se dit sans doute à bientôt pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rolllearning.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.